Il est désormais officiel sur la scène politique. Le mouvement Rupture Positive 3R a été présenté ce matin. Son idéal, réconcilier, refonder et renouveler. Dirigé par le transfuge du CDP Léonce Koné, le mouvement veut contribuer à la dynamisation de la démocratie. Viabilité du secteur de la publicité, les acteurs du secteur ont trouvé un cadre d'échange approprié. Le SAP, Salon de la publicité et de l'édition. C'est la première édition et les activités ont été lancées ce matin à Ouagadougou. Le SAP, c'est 3 jours d'expérience, de partage d'expérience, de promotion de l'excellence, de découverte et d'innovation dans la publicité. Afrique du Sud, le dernier président blanc a tiré sa révérence aujourd'hui à l'âge de 85 ans. Frédéric de Klerk, figure clé de la transition vers la démocratie en Afrique du Sud, est mort d'un cancer, a annoncé ce matin la fondation qui porte son nom. Bonsoir, bienvenue si vous nous rejoignez. Procès Thomas Sankara et 12 compagnons. 3e et dernier jour de l'audition du général Gilbert Diendéré ce 11 novembre. La défense du général a appuyé sa thèse. Gilbert Diendéré n'a aucune implication dans l'affaire. Il était juste surpris par les événements et ne pouvait pas réagir. Le compte-rendu de l'audience avec Abdoulrahim Nienye dans ce premier reportage. La défense du général Gilbert Diendéré, dès sa prise de parole, demande au parquet de clarifier les charges qui pèsent contre l'accusé. Pour le parquet, Gilbert Diendéré, qui s'est rendu sur le site du Conseil de l'Entente après avoir entendu les coups de feu, a vu les cadavres et ceux qui ont tiré. Il n'a pas réagi et n'a pris aucune sanction contre ces éléments qui étaient pourtant sous son commandement. Pour le parquet, c'est une omission qui engage sa responsabilité en tant que chef. Mais pour Diendéré, après avoir rendu compte à son supérieur, le chef de corps Blaise Compaoré, il n'était plus de lui son ressort de prendre des sanctions contre ces éléments. La responsabilité, elle est personnelle. À partir du moment où le tribunal va se convaincre que le général Diendéré n'a jamais tiré sur la gâchette, les choses sont claires. Les choses sont claires. Il n'a jamais tiré. Mais en l'espèce, lui-même a été surpris. Et puis heureusement qu'il s'est déporté sur les lieux en survêtement. S'il était venu avec ces éléments, lui-même aurait été victime. Heureusement qu'il est en survêtement. Heureusement qu'il n'était pas armé. Voilà les choses. La partie civile atteint la phase des témoignages pour prouver que la stratégie de défense de Gilbert Diendéré est basée sur du faux. Lui qui se présente comme un soldat prêt à aller au front s'il le faut. Je pense d'ailleurs qu'il n'a commis aucune faute et qu'il est toujours un soldat en combat, prêt à aller au combat. Je pense que c'est l'image qu'il a voulu présenter au regard donc face à la justice burkinabé, mais vous aurez bien compris que cette image-là ne pourra pas résister aux poursuites qui ont été engagées contre lui. Nous avons suffisamment démontré hier quelle était sa responsabilité et nous allons continuer encore de le démontrer avec les témoins qui viendront à la barre pour montrer comment et combien toute sa défense est construite sur des contre-vérités. Gilbert Diendéré, en entendant la suite, dit être satisfait d'avoir pu faire comprendre qu'il ne faisait pas partie du commando, qu'il n'a pas donné l'ordre de faire ce coup d'État et qu'il n'était pas sur les lieux au moment des faits. L'audience reprend le 15 novembre avec l'audition de Albert Pascal Sibidi Belem Liliga, adjudant-chef à la retraite. Il est poursuivi pour complicité d'attentat à la sûreté de l'État. Et puis je le disais en titre, présentation officielle ce matin du mouvement Rupture Positive, Réconciliation, Refondation, Renouveau, 3R. Une présentation faite lors d'un point de presse. Ce mouvement, selon le transfuge du CDP, Léonce Koné et ses camarades, vise une rupture avec la situation dans laquelle se trouve le Burkina Faso. Et pour un renouveau, le mouvement Rupture Positive propose entre autres le toilettage de la Constitution, la révision du système sécuritaire, sanitaire et éducatif. On découvre les autres propositions de ce nouveau mouvement avec Kersen Sawatko. Ils sont issus de partis politiques et d'associations citoyennes à se réunir autour du mouvement dénommé Rupture Positive 3R.
Leur vision est de participer à la réflexion et à l'action en vue d'impulser un changement décisif dans les orientations et les pratiques de la gouvernance au Burkina Faso en améliorant le processus démocratique et les conditions de vie des populations. Cette conférence de presse a été le lieu pour les premiers responsables du mouvement d'interpeller le gouvernement à prendre à bras le corps la situation sécuritaire qui prévaut au Burkina Faso. Aujourd'hui, c'est un devoir pour les citoyens que nous sommes d'élever la voix pour interpeller le chef de l'État, le gouvernement, l'Assemblée nationale, les autorités coutumières et religieuses, ainsi que la CEDEAO et l'Union africaine, sur le fait que notre pays se trouve maintenant face à un danger qui risque de le détruire si nous ne sortons pas de nos routines indolentes pour engager une action vigoureuse de sauvegarde. Le silence du chef de l'État et son apathie apparente, dans une situation où l'existence de l'État est menacée, constituent une source véritable d'incompréhension et d'inquiétude. Face à cette situation, Léonce Koné demande une fédération des forces pour faire face à l'hydre terroriste. Une union sacrée qui permettra, selon lui, d'éviter le chaos. Au total, nous aimerions voir notre pays, le Burkina Faso, se lever, se rassembler, se mobiliser et agir comme s'il était en état de guerre. Parce que c'est bien la situation dans laquelle nous sommes. Cet appel à la mobilisation de toutes les énergies de la nation doit venir du niveau le plus élevé de l'État, assorti de mesures concrètes pour renverser la situation. Si rien ne change, soit le Burkina finira par être occupé par les djihadistes sur tout le territoire, soit nous vivrons dans l'insécurité permanente pendant des décennies, comme c'est le cas dans certains pays. Réagissant à l'ultimatum d'un mois donné par l'opposition politique burkinabé à l'exécutif pour trouver une solution à la crise sécuritaire, le mouvement Rupture Positive 3R estime que cela est tout simplement impossible. Nous avons l'impression qu'il y a une ligne d'opposition qui accompagne le régime. Comme le président l'a dit, comment on peut comprendre? On sait tous que dans un mois, la situation ne va pas s'améliorer. Quand on dit que dans un mois, si la situation ne s'améliore pas, on fera ceci, cela, c'est comme si actuellement, la situation était acceptable. Est-ce qu'elle est acceptable? Elle n'est pas acceptable. Le leader doit simplement avoir le courage de trancher, avoir l'audace de s'assumer. C'est ce que je peux dire à ce niveau. Nous pensons que cela a manqué d'une manière ou d'une autre. Mais ça nous engage et ça m'engage personnellement. Le mouvement Rupture Positive 3R a, lors de cette conférence de presse, demandé la réintégration des éléments de l'ex-régiment de sécurité présidentielle RSP dans la lutte contre le terrorisme. Toujours selon les conférenciers, il faut que la question de la réconciliation nationale ne soit plus un vain mot, mais une réalité. Après la marche avortée du 30 octobre dernier, la coalition des patriotes africains COPABF annonce une autre marche le 11 décembre prochain, jour même de la commémoration du 61e anniversaire de la fête de l'indépendance. Pour le porte-parole de la COPABF, ce choix se veut un appel aux autorités pour aller, selon eux, vers la vraie indépendance. La COPABF a, lors de cette rencontre avec les hommes de médias, condamné la répression de ses militants lors de la marche avortée du 30 octobre dernier. L'organisation de la société civile a également abordé la question de la gestion de la crise sécuritaire au Burkina Faso. Les détails avec Sanata Siré dans ce reportage. Après le rendez-vous manqué du 30 octobre dernier à Bobo-Dioulasso pour sa marche de protestation, la coalition des patriotes africains COPABF ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Cette coalition réserve désormais le droit de réagir à la hauteur de la répression qu'elle aura subie, d'où qu'elle vienne, préviennent les conférenciers. La COPABF annonce donc une autre marche de contestation le 11 décembre prochain, date marquant la commémoration de l'accession du Burkina Faso à la souveraineté nationale. Ce choix répond et traduit aisément la volonté de notre peuple à mettre sous la coupe réglée, la célébration malicieusement politique d'une soi-disant adhésion de notre pays à l'indépendance qui n'en est pas une en réalité. Le choix de cette date résonne aussi comme un signal fort pour signaler à nos autorités que nos masses populaires n'acceptent plus le gaspillage de nos maigres ressources dans des dépenses inopportunes, alors qu'il y a d'autres priorités, notamment la prise en charge et la motivation de nos forces de défense et de sécurité engagées sur le terrain des opérations.
la prise en charge de plus d'1 million de personnes déplacées internes. Alors que cessent les innombrables occasions de réjouissance, des fêtes inopportunes et des bamboulas, et concentrons-nous sur la défense de notre patrie. L'autre sujet qui était au menu des échanges de cette rencontre avec les hommes des médias, c'est la gestion de la crise sécuritaire au Burkina Faso. Une crise ayant occasionné plusieurs centaines de morts et plus d'1 million de déplacés internes. Sur la question, la COPA-BF invite les dirigeants à changer de stratégie pour faire face à la situation. Elle propose donc au gouvernement des pistes de solutions. Au niveau de la gouvernance interne, 1. Décréter l'état d'urgence. 2. Doter nos FDS et VDP de moyens matériels et logistiques militaires plus performants afin que les opérations militaires soient suivies de drones et de moyens aériens. Au niveau international et géopolitique, la COPA-BF exige du gouvernement d'inscrire la lutte contre le terrorisme dans la lutte globale contre l'impérialisme occidental et sa volonté d'invasion de nos États du Sahel. Inscrire la lutte contre le terrorisme et revoir les choix stratégiques et militaires qui lient nos pays à ses partenaires bilatéraux, notamment la France. Rompre avec les vieux accords militaires improductifs et rétrogrades qui lient notre pays à la France. La COPA-BF a du reste condamné ce qu'elle qualifie de répression violente contre ses militants lors de sa manifestation du 30 octobre dernier à Bobo-Dioulasso. Elle invite par ailleurs ses militants et sympathisants du Burkina Faso à sortir nombreux pour honorer le rendez-vous du 11 décembre prochain. Concernant l'expulsion de Kémy Séba, l'invité de la marche avortée du 30 octobre, la COPA-BF précise que des actions judiciaires ont été engagées contre l'État burkinabé. Classement des services les plus corrompus au Burkina Faso en 2020. La police municipale, une fois de plus, championne. En 2019, elle était en tête du classement et en 2020, elle n'a pas du tout régressé selon le dernier rapport du Réseau national de lutte anticorruption RENLAC. Un rapport présenté ce 11 novembre à la presse. Je vous laisse découvrir le top 5 des services les plus corrompus au Burkina Faso de l'année 2020 dans ce reportage signé Serge Kabouri. Avec 75,21%, la police municipale s'est tristement illustrée en raflant la première place des institutions les plus corrompues au Burkina Faso en 2020, répétant ainsi l'histoire après avoir occupé la même place respectivement en 2018 et 2019. C'est ce qui ressort du rapport du Réseau national de lutte anticorruption RENLAC sur l'état de la corruption au Burkina Faso en 2020. Pour cette année, la police nationale occupe la deuxième place avec 28,96% et la douane, la DGTTM et la gendarmerie occupent respectivement la troisième, quatrième et cinquième place. Une prédominance des forces de défense et de sécurité dans ce rapport qui, selon le RENLAC, se justifie. C'est dû au fait qu'à cause de l'insécurité, ces forces de sécurité intérieure sont versées sur la voie publique. Et comme ces forces de sécurité intérieure sont versées sur la voie publique pour contrôler, en vue bien sûr de faire reculer l'insécurité, il s'établit un rapport de complicité avec certaines populations pour pratiquer la corruption. De sorte que le motif pour lequel ces forces sont versées sur la route finalement est occulté. À en croire le RENLAC, le haut sommet de l'État s'avère impuissant face au phénomène du terrorisme. L'analyse des actions de lutte anticorruption au sommet de l'État et dans les administrations publiques prouve à suffisance que le pouvoir en place n'a pas encore pris la pleine mesure de la situation. Le rapport constate une inertie, voire une impuissance à peine voilée de l'exécutif face au développement du phénomène. Ni le président du Faso, ni son premier ministre, encore moins les autres membres du gouvernement, n'ont été dans de bonnes dispositions pour engager une lutte sans merci contre le phénomène. En d'autres termes, le RENLAC évoque un manque de volonté politique afin de mettre fin à ce phénomène. Pendant qu'on attrape des corrompus, pendant qu'on les juge et on les condamne, il y en a qui les libèrent, il y en a qui les gracient, il y en a qui les décorent. Voilà le fond. Et il faut qu'il y ait une certaine harmonie, une synergie d'action. Que certains
ne tirent pas par le bas et d'autres tirent par le haut. En termes de recommandations à l'endroit des acteurs étatiques, le RENLAC appelle au devoir d'exemplarité et la reddition des comptes au cœur de l'action gouvernementale, la publication systématique des rapports des commissions d'enquête parlementaires et missions d'information parlementaires, ainsi que l'ouverture des frontières afin de réduire les opportunités de corruption et de racket routier. Le FILEP, Festival international de la liberté d'expression et de la presse, 9e édition, bat son plein dans la capitale burkinabé depuis hier 10 novembre. Et justement hier, après l'ouverture du FILEP 2021, les acteurs des médias ont tenu un panel sur le thème « L'Afrique post-Covid-19, quel bilan et comment transformer la crise en opportunité ?» Le panel a réuni des journalistes du Burkina Faso et d'ailleurs Sanata Siri. Comment tirer profit de la pandémie du coronavirus à travers la création d'opportunités? La question était au cœur des échanges de ce premier panel du Festival international de la liberté d'expression et de la presse, FILEP. Une rencontre qui a permis de mettre en avant les avantages de la pandémie liée au coronavirus. Selon les panélistes, le Covid-19, malgré les dégâts qu'il a pu créer, a offert des opportunités à plusieurs personnes. Ce panel était une tribune pour le docteur Moumouni Niaoune de faire l'état des lieux de la pandémie depuis son apparition dans le monde. Nous avons plus de 130 000 personnes qui sont décédées. C'est déjà beaucoup. Plus de 6 millions de cas. Ça doit nous amener à nous poser beaucoup de questions sur qu'est-ce que nous avons fait de bien, mais qu'est-ce que nous pouvons faire en mieux. En dehors des décès et des cas de maladie, il y a eu des problèmes au niveau économique, au niveau des autres secteurs, comme le travail, donc le chômage, le secteur du transport. Vous avez vu les fermetures des frontières, les mises des villes en quarantaine. Toutes ces mesures-là de restriction ont pu causer des problèmes et c'est à nous de nous mettre ensemble pour penser, je vais emprunter le mot à Dr Assablga, penser notre situation avec eux et la penser avec A. Et la journaliste Yav Moulan de la République démocratique du Congo, co-animatrice de ce panel, d'inviter les médias à réadapter leur grille de programmes afin de tirer profit de cette pandémie. Il y a eu le négatif, parce que le négatif existe toujours, mais il y a aussi le positif. Voilà pourquoi j'exhorte tous les professionnels des médias, non seulement du Burkina Faso, mais tous ceux qui sont venus au FILEP et ceux du monde, de saisir les opportunités, de se dire que Covid a donné des opportunités à plusieurs. Et le positif dont je parle, c'est en tant que professionnel des médias, c'est la création de nouvelles émissions, de nouveaux magazines télévisés ou encore pour la radio, mais aussi des textes de petites publications en termes de magazines d'enquête. Covid a ravagé tous les secteurs. Covid n'est pas resté seulement sur la crise sanitaire. La crise sanitaire a fait que nous ayons la crise mondiale. Donc je me dis, chacun de nous, dans notre métier, j'aimerais insister sur ça, de voir comment il faut faire une réadaptation de ce que ça a toujours été au niveau de chaînes de télévision, de radio, mais aussi au niveau de maisons de presse écrites. On prit part à ce premier panel du FILEP sur le Covid-19 et ses opportunités, des journalistes du Burkina Faso et de la sous-région. Le festival se déroule du 10 au 13 novembre 2021 à Ouagadougou sous le thème « Les médias résilients au service des citoyens africains ». Le WACOMP, un programme de compétitivité de l'Afrique de l'Ouest dont l'objectif est de renforcer la compétitivité des pays d'Afrique de l'Ouest et d'améliorer leur intégration dans le système commercial régional et international, fait l'objet d'une rencontre depuis hier. La démarche à travers ce programme est de soutenir des chaînes de valeur sélectionnées par les différents pays membres de la CEDEAO. Les acteurs de mise en œuvre du programme étaient donc en conclave dans la capitale burkinabé pour évaluer les actions déjà menées dans le cadre du 4e comité de pilotage stratégique du programme de compétitivité Afrique de l'Ouest. La rencontre qui a démarré hier a pris fin aujourd'hui. Michael Toukré. Le programme de compétitivité de l'Afrique de l'Ouest, WACOMP, vise à soutenir plusieurs chaînes de valeur et promouvoir la transformation structurelle des économies de l'espace ouest africain. Du 11 au 12 novembre 2021, les différents acteurs de mise en œuvre du programme vont passer en revue les activités. Nous travaillons aujourd'hui pour renforcer la résilience de nos économies dans le nouveau contexte de crise multiple que nous connaissons et afin de permettre
d'assurer une croissance durable dans les différents États membres de la CEDEAO. S'il n'avait pas existé, il fallait le créer dans le contexte actuel. Comme tu dis, c'est un programme qui vise à renforcer la résilience, mais à adresser certains défis communs à l'ensemble des États en termes de création d'emplois, en termes de promotion de l'entrepreneuriat, et pour que nous puissions aussi soutenir cette croissance économique durable. De façon spécifique, au cours des travaux des comités de pilotage du programme de compétitivité de l'Afrique de l'Ouest, il sera question d'examiner le niveau de mise en œuvre des différentes activités, examiner aussi le niveau d'exécution des 16 composantes nationales afin de définir de nouvelles orientations pour améliorer la mise en œuvre de ce programme dans un contexte marqué par la pandémie du Covid-19 et les défis sécuritaires. Après la rupture des chaînes d'approvisionnement, qu'il fallait peut-être qu'on se concentre un peu sur le développement du commerce intra-régional entre les États membres de la CEDEAO et que nous devons ensemble identifier les chaînes de valeur régionales qui peuvent vraiment sous-tendre cette activité de commerce intra-régional. Le développement d'industries locales qui puissent contribuer réellement à cela, mais au-delà, développer des capacités productives à même de porter notre région dans la nouvelle zone de libre-échange continentale. À titre d'exemple, pour le Burkina Faso, nous avons identifié 3 chaînes de valeur. Vous avez l'huile de coton. Deuxièmement, nous avons le miel. Le miel qui est un produit également qui est recherché, qui peut être exporté et qui peut être consommé. Nous avons la problématique de l'énergie, la consommation de l'énergie. Et nous avons dans nos pays un potentiel immense, c'est l'énergie solaire. Ce programme de compétitivité de l'Afrique de l'Ouest a été adopté dans le cadre du 11e programme indicatif régional du Fonds de développement de l'Union européenne, FED, pour un montant de 120 millions d'euros. Il bénéficie aussi, dans sa mise en œuvre, du soutien technique du Centre commercial international et de l'Organisation des Nations unies pour le développement industriel. Ouverture de la première édition du Salon de la publicité et de l'édition SAP. L'agence Conseil en publicité, plus connue sous le nom Impulsion Agence Conseil, en partenariat avec Publicitaires Associés, organise la première édition du Salon de la publicité et de l'édition. Cette première édition, qui se tient du 11 au 13 novembre 2021, se veut un cadre de rencontres professionnelles, de partage d'expériences, de promotion de l'excellence et de découverte des innovations des métiers de la publicité. Au cours de ces 3 jours de travaux, des panels et des expositions seront organisés. Viabilité et innovation des métiers de la publicité et de l'édition, défis et enjeux, c'est le thème retenu pour cette édition. Les images de la cérémonie d'ouverture tenue ce matin avec Mamidriana Kamabo. L'activité publicitaire sous toutes ses formes représente 10% des entreprises créées au Burkina Faso ces dernières années. Bien que ces entreprises contribuent à booster l'économie nationale, elles rencontrent des difficultés liées à l'application de la loi sur la publicité, de la fiscalité et des problèmes de collaboration entre les différents segments de la profession. C'est donc dans le souci d'apporter une réponse à ces nombreuses problématiques que s'inscrit ce salon de la publicité et de l'édition en abrégé SAP. L'idée pour nous, c'est de pouvoir poser les bases d'une saine collaboration pour permettre à tous les acteurs de pouvoir vivre dignement du travail qu'ils font. Voilà. Et aussi nous permettre de pouvoir accompagner comme il se doit nos entreprises locales pour en faire des champions. Parce que quelqu'un qui fait un investissement a forcément besoin d'une publicité bien réalisé et orchestré pour pouvoir être pérenne et rentable. Premier du genre, cet événement a pour objectif de créer un cadre de rencontres professionnelles, de partage d'expériences, de promotion de l'excellence et de découverte des innovations des métiers de la publicité, de l'édition et des arts graphiques. Nous avons constaté qu'il y a un déphasage entre ce que les formateurs, les étudiants qui sortent des centres de formation et nos besoins. Et il y a aussi des besoins que nous avons qui ne sont pas dotés de formation sur le plan local. Donc ça, ce sont les objectifs que nous visons à travers ce salon. Le salon de la publicité et de l'édition se tient du 11 au 13 novembre 2021. Au cours des 72 heures, plusieurs activités sont organisées. Et la loi 080 portant réglementation de la publicité au Burkina Faso fera d'ailleurs l'objet d'un panel.
Le CSC se trouve donc entièrement en phase avec cette préoccupation et donc c'est décidé avec vraiment enthousiasme d'appuyer les initiateurs, de les accompagner, de les encourager à réussir dans ce qu'ils sont en train de faire. Le salon de la publicité et de l'édition est aussi une tribune pour recueillir des propositions en vue d'améliorer le secteur de la publicité. Plusieurs pays de la sous-région prennent part à ce salon qui déroule le tapis rouge à la Côte d'Ivoire, pays invité d'honneur. En culture, lancement mardi dernier des rencontres d'échange avec les structures déconcentrées du ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme sur les appels à projets du Fonds de développement culturel et touristique FDCT et la gestion collective du droit d'auteur au Burkina Faso. Ces rencontres se sont tenues les 9 et 10 novembre et ont été organisées par le Fonds de développement culturel et touristique et le Bureau burkinabé du droit d'auteur. De façon pratique, ce sont les directeurs régionaux et provinciaux des secteurs de la culture qui ont été outillés sur le mécanisme de répartition du droit et le Fonds de développement culturel et touristique. Ami Valéant, Serge Kabouri. Ce cadre d'échange sur les appels à projets du FDCT et la gestion collective des droits des créateurs par le BBDA a pour but d'outiller les participants que sont les directeurs régionaux et provinciaux du ministère de la Culture sur les conditions d'adhésion et de déclaration, le mécanisme de répartition des droits et la gestion du fonds de promotion culturelle du BBDA. Les acteurs culturels qui sont répartis sur l'ensemble du territoire national, parfois n'ont pas les outils nécessaires en ce qui concerne la déclaration, en ce qui concerne la répartition de leurs droits. Et nous avons donc estimé que les directeurs régionaux et directeurs provinciaux sont des relais, sont des acteurs clés en ce qui concerne la diffusion de ces informations-là. Donc la rencontre qui aura lieu donc aujourd'hui et demain vise essentiellement à outiller les directeurs régionaux et provinciaux sur les conditions d'adhésion au BBDA, sur le mécanisme de répartition des droits et également le fonds de promotion culturelle qui est un outil qui permet au BBDA de financer les acteurs culturels qui disposent de projets novateurs. Durant ces 2 jours de formation, la problématique du fonds de développement culturel et touristique sera également abordée. Il s'agira notamment de renforcer les capacités des différents acteurs sur le nouvel arrêté conjoint du 4 novembre 2020 portant conditions et limites des concours du Fonds de développement culturel et touristique. Nous avons voulu convier les directeurs régionaux et les directeurs provinciaux du ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme afin que nous ayons une concertation autour de thématiques majeures. Surtout nos appels à projets que nous avons lancés il y a de cela quelques jours, c'est de leur expliquer ou réexpliquer les lignes directrices, c'est aussi leur expliquer et réexpliquer l'arrêté conjoint que nous avons réaménagé pour permettre une meilleure accessibilité à nos produits. Le secrétaire général du ministère de la Culture, qui a pris part à cette cérémonie d'ouverture, n'a pas manqué de saluer et de féliciter la tenue de cette rencontre. Prennent part à cet atelier les directeurs régionaux, provinciaux et les points focaux du ministère de la Culture. Entrepreneuriat dans ce 20h, nous allons à la rencontre d'une jeune dame titulaire d'une licence en communication des organisations. Après maintes tentatives pour exercer dans son domaine de formation, elle décide de se lancer dans l'entrepreneuriat. Pour elle, pas question de chômer et encore moins se laisser emporter par l'oisiveté. Elle, c'est Jocelyne Sommet. Elle fait dans la transformation des légumes frais tels que la tomate, la carotte et le piment. Une activité qu'elle exerce avec dévouement et passion. Son plus grand rêve, moderniser son entreprise pour satisfaire sa demande déjà forte. Avec notre reporter Maxime Jean-Eudes Bambara, allons maintenant à sa découverte. Jocelyne Sommet est une étudiante titulaire d'une licence en communication des organisations. Après quelques années de chômage, malgré son diplôme, elle décide de se lancer dans la transformation des légumes frais. Promotrice de la marque Oumma, qui veut dire Mama en langue d'Agara, Jocelyne fait dans la transformation des tomates, de carottes et de piments, entre autres. Après les études, on se retrouve sans travail, on se retrouve à faire des stages à n'en point fini. Donc, je me suis assise et je me suis demandé pourquoi ne pas entreprendre. Voilà, et c'est là que l'idée est née en fait. Je le faisais pour la consommation familiale. Et bon, avec le temps, je me suis dit pourquoi pas étendre mes produits, permettre à d'autres gens de connaître mon produit.
Loin d'être un savoir-faire inné, la jeune étudiante s'est faite former, consciente que son diplôme de licence n'est pas une garantie pour décrocher un emploi. Partie d'un constat, la marque Oumma est née selon elle pour faire face à la rareté des légumes frais à une certaine période de l'année. La conservation se fait de façon naturelle. Voilà, c'est ce qui fait la particularité de mes produits. C'est fait de façon naturelle, voilà, sans conservateur, sans produits chimiques, sans colorants. Voilà, c'est la purée de tomate vraiment à l'état naturel. La durée de conservation de ces produits va jusqu'à 2 ans selon la jeune entrepreneur. Pour la transformation, les tomates, une fois bien lavées et découpées, sont mises en cuisson. Comme je travaille seule, par jour, il arrive que je transforme une caisse, souvent une demi-caisse. Tout dépend de ma motivation. Le bouillon de tomate est ensuite mixé pour obtenir une purée de tomates qui sera ensuite embouteillée et étiquetée pour la vente. Au départ, vraiment, j'étais inquiète. Je me demandais est-ce que voilà, ça allait plaire, est-ce que les gens allaient vraiment s'intéresser. Et aujourd'hui, je suis vraiment satisfaite de ce que, voilà, des retours que font les clients. La demande est là. Et comme c'est un nouveau produit, je n'arrive même pas à satisfaire ma demande, en fait. Et comme tout début, c'est fatigant. C'est fatigant parce que tout le processus, je le fais moi-même. Aujourd'hui, Jocelyne Sommet s'attelle à livrer une commande d'une de ses fidèles clientes. Bonjour. Bonjour Madame Paco. Merci. J'espère que ma commande est prête. Hein? Non, c'est bien, c'est bon. Il n'y a pas de souci. J'ai commandé 10 bouteilles de tomates et 5 bouteilles de piment. Parce qu'elle fait de très bonnes tomates. Ce sont des tomates fraîches, bio. Pour la cuisson de tous mes repas, j'utilise cette tomate. Et j'ai vraiment apprécié. Oui, c'est très accessible en termes de prix. Voilà, parce que des fois sur le marché, on voit que les tomates, voilà, sont très très coûteuses. Et avec le produit qu'elle nous fournit, quand on prend la tomate, vraiment, je pense que c'est accessible à tout le monde. Donc, voilà, ton produit est prêt. Merci bien, madame. Vraiment, merci beaucoup pour la fidélité. Pour l'instant, c'est au domicile familial que Jocelyne Sommet a implanté sa petite entreprise de transformation des légumes frais. Son ambition, faire grandir son entreprise et moderniser son activité pour faire face à la demande de plus en plus forte. La Fondation de Klerk a annoncé ce jeudi 11 novembre au matin le décès de l'ancien président de l'Afrique du Sud entre 1989 et 1994. Emporté à l'âge de 85 ans par un cancer, Frédéric de Klerk était le dernier président blanc de l'État sud-africain. C'est notamment sous sa présidence qu'ont été lancées les premières réformes mettant fin à l'apartheid. Frédéric de Klerk s'en est allé. Le dernier président du régime d'apartheid en Afrique du Sud est décédé jeudi dans sa résidence au Cap. Il avait 85 ans. C'est sa fondation qui a annoncé sa mort. L'ex-président souffrait de mésothéliome, un cancer qui affecte les tissus entourant les poumons et suivait depuis mars un traitement d'immunothérapie. Au pouvoir de 1989 à 1994, Frédéric de Klerk a servi de pont entre le régime d'apartheid et l'avènement de la démocratie dans son pays. C'est sous son règne que Nelson Mandela avait été libéré après plus de 2 décennies en prison. Les 2 hommes avaient partagé le prix Nobel de la paix 1993. On s'arrête là ce soir. C'était la dernière édition d'Information du jour sur True TV. Je vous dis à demain 20h pour un nouveau journal. D'ici là, prenez soin de vous. Bonsoir.